Territory, le podcast cinéma des territoires isolés. You drove here? I'm sorry he stopped teaching the class. I look forward to it. Let's go, let's go! Donc la politique, c'est comme une discothèque. Ici, ils l'ont appelé le paradise, mais ils sont trop cons. C'est une soirée avec le diable. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez un nouvel épisode de Territory. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous que nous vous proposons. Au programme du jour, un entretien cinéphile avec un invité inédit qui a pris place dans le canapé rouge du studio. Mais rien de mieux que la dorénavant indispensable introduction pour vous le présenter. Aujourd'hui, dans Territory, nous recevons un vrai cinéphile à la bonne hype et un conservateur des œuvres. En effet, à la tête d'un des derniers bastions de la cinéphilie sur support physique, notre invité est à l'initiative d'un certain dynamisme essentiel à la diffusion inarrêtable des œuvres dans ses formats Blu-ray et DVD. Après un diplôme de mise en scène, des expériences à l'assistanat sur des longs métrages, notre invité a programmé pendant plusieurs années l'un des plus anciens cinémas d'art et essai parisiens, le Saint-André-des-Arts. Le voilà depuis à la gérance de JM Vidéo, le fameux vidéoclub du 11e arrondissement de Paris, devenu mondialement connu grâce entre autres à l'émission de Combini, le vidéoclub, co-créé par Artusios, qui a été notre prestigieux premier invité pour lancer le podcast Territory. Mais comment et pourquoi se lancer dans un vidéoclub à l'ère de Netflix ? C'est peut-être l'une des questions centrales de la venue de cet invité exceptionnel. Et c'est aussi ça, explorer l'univers du vidéoclub, car derrière ces près de 50 000 supports de qualité qu'il conserve, JM Vidéo a reçu Francis Ford Coppola, Christopher Nolan, Chloé Zhao, Claire Denis, Gaspard Noé, Viggo Mortensen, Bong Joon-ho, et même 2 fois Quentin Dupieux, qui était un peu à l'initiative de ce projet d'émission en vidéoclub. Bref, des Oscarisés, des Césarisés, des Palmés et j'en passe, que des figures de proue de notre industrie. Aujourd'hui, la liste est devenue trop longue pour prendre le temps d'énumérer tout le monde. Mais l'heure est devenue plus difficile qu'il n'y paraît justement. Ce lieu mythique se retrouve malheureusement depuis quelque temps dans des difficultés financières qui mettent à mal son avenir. Alors son gérant, avec l'aide de Combini, a lancé cette cagnotte à laquelle il est toujours possible de participer et qui trouve heureusement son fidèle public. En bonne voie pour se relever, JM Vidéo a toujours besoin de vous, même s'il tient debout, contre vents et marées. C'est aussi pour ça qu'on voulait dialoguer avec l'un de ses piliers, entre cinéphilie de territoire à toujours explorer, avenir du cinéma et des supports classiques. Le dialogue s'ouvre avec lui pour une heure de rendez-vous. Bonjour Théo Bancilion, bienvenue dans Territory. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Première question en 3 temps. Comment est né JM Vidéo ? Quelle est l'origine de ce vidéoclub et comment tu es arrivé jusqu'au vidéoclub ? Alors déjà, on est vraiment dans les 3 questions tiennent à des temporalités vachement différentes, parce que le vidéoclub, il naît dans les années 80, en 1982 exactement. Donc moi, à cette époque-là, j'ai moins 13 ans, puisque je nais en 95, donc beaucoup plus tard. Le vidéoclub, il naît donc en 82, il s'installe au 121 avenue Parmentier. C'est toujours le cas aujourd'hui, on parle vraiment d'un espace qui est profondément ancré à son adresse, quoi, à sa situation géographique, à son quartier, etc. Mais du coup, il naît aussi à un moment où les vidéoclubs poussent comme des petits pains, quoi. C'est vraiment le début de l'âge d'or. L'âge d'or, c'est un peu plus tard, mais en tout cas, on parle d'une période où dans le quartier, donc Goncourt, il y a 3 vidéoclubs dans les 500 mètres carrés. Enfin, c'est complètement barjot, quoi. Il y en a partout. Donc voilà, donc c'est en fait au début, moi j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, parce que même le propriétaire de la boutique, la personne qui possède la boutique encore aujourd'hui, elle était pas là à cette époque, quoi. Donc voilà, mais ce qui est certain, c'est que au début c'est un peu un business quand même, quoi. L'idée c'est que puisqu'il y en a partout, pourquoi pas celui-ci à cet endroit.
Voilà. Après, assez rapidement, et peut-être on y reviendra un peu ensuite, comment précisément ce vidéoclub est devenu particulier par rapport aux autres. Ce qui est certain, c'est que quand même assez rapidement, la volonté de la direction de l'époque, c'est d'importer des films de l'étranger, de proposer de la version originale, là où les VHS, puisque c'est de la VHS à l'époque, propose surtout de la VF. Donc il y a un peu une volonté comme ça de se distinguer des autres. Voilà. Et quant à moi, vous avez rappelé mon parcours au tout début. Je suis hyper attaché au film, en fait, au travail des autres, à l'idée que le cinéma est un vecteur par lequel on peut se comprendre soi-même, on peut comprendre les autres, on peut comprendre le monde. L'idée que le lien qui peut exister entre un film et un spectateur est profondément précieux et important. C'est ce qui m'a amené à travailler dans des salles de cinéma et c'est ce qui m'a amené à travailler chez JM. Après, de façon plus pragmatique, moi j'avais quitté le Saint-Honoré des Arts juste avant le Covid, je cherchais du boulot après la période du Covid et il se trouve qu'il y avait une place dans l'équipe et donc ça s'est fait comme ça. J'ai pas tout de suite repris la direction, hein, ça s'est fait progressivement, mais voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans ce lieu, mais c'est avec l'idée immédiate qu'il existait dans cet espace, que je le connaissais un petit peu. Le Combini avait déjà ses émissions, je savais déjà que voilà, il y avait ce truc un peu magique là-bas, mais c'est avec l'idée que peut-être plus encore que dans une salle de cinéma où on voit beaucoup de spectateurs, etc., plus encore il y aurait cette possibilité de discuter des films, de comprendre le lien que les gens ont avec les films et de faire ce travail de médiation. La salle de cinéma, c'est une dizaine Saint-Honoré des Arts, c'était 3 salles, il y avait une dizaine de films programmés. Par rapport au catalogue immense de JM Vidéo, ça ouvre beaucoup plus de portes, en fait. Voilà. Et c'est un travail plus individuel, j'imagine aussi. Oui, c'est vrai. D'autant qu'en plus, les gens qui viennent chez JM, ils viennent pas toujours en sachant ce qu'ils veulent voir. La différence, elle est du coup... Avec le cinéma, ouais. Avec le cinéma, bon, a priori, tu viens, tu prends ton billet, tu vas pas dire « T'es sûr que tu veux voir ça ? Tu veux pas plutôt voir ça ?» Ça se fait pas trop. Il est vrai qu'après, on mettait en place il y avait des séances, un peu des rendez-vous, des ciné-clubs, des trucs comme ça, et tu peux toujours discuter avec les gens. Enfin, il y a un vrai lien quand même en salle. Hein. De toute façon, moi, c'est l'endroit le plus précieux pour voir les films. Hein. Mais c'est vrai que pour ce travail et puis même, bon, moi qui essaie de faire des films et tout, il y a aussi ce truc de la compréhension de l'autre et de son rapport au film. Il est fantastique dans un lieu comme JM. Voilà. En lien avec mes 3 autres questions, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les vidéoclubs de maintenant par rapport à ceux des années 2000 ? C'est quoi les vidéoclubs de maintenant ? En fait, tu parlais sur... oui, voilà. Ce qu'il en reste. Oui, c'est ça. Par rapport à la multiplicité, comme tu disais, ou aux gens qui viennent, enfin, je sais pas, le public, je pense la demande. Je pense qu'il y a une volonté. Alors c'est une question complexe parce qu'elle engage un peu aussi comment nous on veut travailler, ce qu'on veut être, notamment dans quelques mois. En tout cas, je pense qu'il y a plein de. Comme il en reste très peu, chacun a sa manière de fonctionner, et je pense que c'est beaucoup plus diversifié. Qu'avant, même dans les années 2000, tu avais des lieux qui étaient qui proposaient plus ou moins de choix, les chaînes qui avaient notamment les vidéos futures, qui avaient quand même des choix qui étaient un peu plus restreints. Aujourd'hui, les lieux qui subsistent, ils ont un catalogue à mon avis beaucoup plus vaste et ils n'ont pas le choix en fait. T'es obligé de faire en sorte de toucher le plus grand nombre. Mais c'est très bien. Et c'est d'ailleurs ce nous, on essaye de faire. C'est d'être à la fois un lieu pour les gens ultra cinéphiles, qui viennent vraiment chercher des trucs hyper pointus, que personne ne connaît, où on va vraiment aller chercher toi ton expertise. Est-ce que tu as vu du Angelopoulos, des trucs comme ça. Enfin, voilà, ce genre de clientèle. Et en même temps, conserver le côté ultra populaire du vidéoclub, c'est à la fois ultra important
pour le business, et en même temps juste pour la vie du lieu, parce que quoi de plus beau que de voir les gens se croiser, se parler, quand bien même ils viennent d'endroits différents et ont un rapport au truc qui est différent, viennent chercher des choses. C'est assez génial. Nous, on le voit, on fait des apéros une fois par mois, et du coup, t'as des gens, nous, on le sait, qui prennent des films ultra différents. Je sais pas ce que ça dit d'eux exactement, mais a priori, ils ont un rapport au cinéma différent, en tout cas. Mais en fait, tu les vois parler, discuter, échanger sur des trucs, et c'est magique. C'est magique pour le lieu et pour une certaine idée aussi du cinéma. Ça veut dire que tu peux être, tu peux t'ouvrir à tout le temps, faire les ponts entre les choses. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Après, je sais que, par exemple, le vidéoclub de la Butte, il a pareil un fond qui est très important. Donc l'idée, c'est aussi pareil d'être un peu partout tout le temps. Je sais que Vidéodrome à Marseille, ils sont plus c'est plus cinéphile, pointu, etc. Ils ont une salle de projection. Et ils ont une salle de projection. C'est un cadre un peu particulier qui est un peu presque une salle de cinéma. Tout à fait. Mais tu vois, si tu vas sur leur site, tu vois tout de suite que je pense que ça parle à certains, moins à d'autres. C'est un endroit que je trouve absolument génial, personnellement. Nous, on essaye de parler à tout le monde, en tout cas. Voilà. Pour faire la transition, on est tous les trois, je pense, la génération VHS, et qui a vu aussi l'arrivée des DVD. À l'époque, sans les plateformes VOD, c'est vrai qu'on ne pouvait pas revoir les films sortis une fois qu'ils étaient passés en salle, on les revoyait qu'à la télé, et il fallait vraiment choper le moment où ils passaient à la télé aussi. Ou alors on l'enregistrait sur les cassettes. Même si, évidemment, le streaming a eu ses heures de gloire, on l'a vu aussi dans les années 2005, etc. On a tous, je pense, téléchargé des films ou regardé en ligne, illégalement. Je ne sais pas si je devrais dire ça d'ailleurs. Quel rôle JM Vidéo jouait-il pour les cinéphiles, tant pour la découverte des films que pour l'accès à l'objet, que ce soit la cassette ou le DVD ? Je pense que pour les gens, c'est un espèce de bastion, et ça l'était moins dans les années 2000 qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait encore plus il y avait d'autres lieux. Je pense notamment à Vidéosphère qui peut-être dans ces années-là était encore plus un repère de cinéphiles que JM Vidéo à l'époque, mais c'est certain que ces lieux ils ont toujours fait office d'alternative, possibilité de faire autrement, parce que quoi qu'il en soit, peu importe ce que proposaient toutes ces formules, que ce soit le téléchargement illégal, qui effectivement permettait l'accès à plein de films, notamment dans des zones. Moi, j'ai grandi à Lyon, au nord de Lyon, mais pour aller au cinéma, c'était pas si simple que ça. Donc en fait, j'ai aussi construit ma cinéphilie comme ça. Et puis, il y a toujours eu des films hyper compliqués à trouver, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Bref, ce genre de lieu a toujours joué le rôle de faiseur de découverte et tout. Moi, j'en suis persuadé. Après, sur le support physique, c'est pareil. Je sais pas comment je dois exactement répondre à la question, mais j'ai l'impression que assez naturellement, par la manière qu'on a, nous, de recevoir les gens, de leur parler des films, leur proposer, de leur parler des bonus disponibles sur les éditions, de mettre en avant des rééditions, le travail des éditeurs, peut-être plus encore d'ailleurs que les lieux de vente. Faut pas minimiser ça, le travail des éditeurs de DVD. Mais même, puisqu'on en parle, parlons-en vraiment. C'est quand même complètement dingue qu'aujourd'hui, en 2025, Carlotta, Jokers, Potemkin, Rimini, quoi d'autre, Spectrum, que tous ces éditeurs-là continuent de faire un travail aussi remarquable, déjà en termes de choix éditoriaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et qui permettent de faire. Il y a un vrai travail artistique, quoi. Et des éditions prestige qui se vendent des fois à prix d'or. Donc, absolument. Fonctionne. Non, c'est clair. Édition limitée où on sait que les gens y rebattent. Et d'ailleurs, on les revoit parfois même en vente en ligne, sur des sites privés et tout ça. C'est clair. Parce que, en fait, c'est très prisé. Même, il y a une sorte de trésor un peu fermé, qui est plutôt cinéphile d'ailleurs. Oui. Non, c'est vrai. Qui est prisé. Et puis, comme il y a.
comme c'est devenu une économie de niche qui est aussi du coup en fait peu pressée et donc du coup assez vite très très rare. Mais en tout cas, il y a un travail qui est génial et qui permet aussi de continuer à mettre en valeur l'idée que le support physique c'est pas seulement le fait de tenir un truc dans ses mains, c'est aussi de rendre de façon concrète, précieux le rapport qu'on a au film et voilà, et plus le fait et ça c'est l'autre aspect qu'aujourd'hui le traitement technologique des copies et notamment pas toutes les rééditions mais une grande partie des rééditions sont quand même très bien faites et permettent aussi nous assez facilement de dire aux gens alors le streaming, ok, éventuellement, pourquoi pas, mais quand même, la copie 4K ou Blu-ray, c'est des conditions magnifiques pour voir un film, quoi. En tout cas, ça permet d'avoir ce discours. Et donc, je pense que les lieux aussi, comme JM Vidéo, c'est presque des endroits aussi, on peut faire cette pédagogie-là, quoi, où on peut dire, oui, le streaming, après tout, ça amène les films dans plein d'endroits où il n'y a pas de vidéoclub, de cinéma, voilà. Donc ça peut avoir son intérêt, mais voilà, sachez qu'il est possible de regarder les films dans des conditions optimales en termes de son, d'image et tout, et c'est par le physique que ça passe. Alors on rappelle que JM Vidéo contient environ 50 000 DVD Blu-ray, je vais pas dire 500 000. Parmi cette médiathèque géante, la petite question, là on arrive dans des questions où on va creuser un peu plus. Est-ce que tu sais si vous possédez, mais j'imagine que tu le sais, un ou une ou plusieurs cinéastes très rares à trouver ailleurs que dans ce format? Je pose cette question parce que c'est plutôt monnaie courante dans le cinéma d'art et essai de trouver plutôt dans le format DVD Blu-ray que autre chose d'ailleurs. Mais du coup, selon toi, quel cinéaste dont vous avez plusieurs films serait le plus rare, voire le moins connu du grand public? Alors j'évoquais... Tu peux en citer plusieurs, évidemment. Ouais, non. En fait, c'est toujours... c'est une question qu'on me pose souvent. Et bon, mine de rien, c'est quand même très en mouvement, ce genre de choses. Hein. Donc, ça peut être vrai à un instant T et moins vrai le jour de la diffusion parce qu'on ne sait pas, les droits sont rachetés, sont revendus, etc. Ce qui est certain, c'est que le streaming dépend de ces questions de droits. Donc, il peut arriver que des films disparaissent totalement. C'était, je crois, le cas de Costa Gavras qui, à un moment, était assez compliqué à trouver. Je sais qu'Angelopoulos, par exemple, la majorité de ses films sont très délicats à trouver. Et pour le coup, en plus, c'est pas le cinéaste le plus vu et c'est peut-être pas sans lien. Le coffret même Angelopoulos qui avait été édité par Potemkin, il est épuisé partout, donc en fait donc vous l'avez même et nous on l'a. Vous l'avez. Enfin nous on a la majorité des films du coffret qu'on a récupéré à droite à gauche. Pour les gens qui nous écoutent, Théo Angelopoulos, un des plus grands cinéastes grecs voilà, et qui compte et qui a pas été en fait tant vu que ça finalement, à part beaucoup en Europe et je crois aux États-Unis aussi, il me semble qu'il y a En tout cas, moi, je constate que c'est souvent peu connu et moi, c'est un cinéaste qui compte beaucoup pour moi et voilà. Mais ça, c'est un exemple. D'autres exemples, c'était Ackerman, par exemple. Ackerman, avant l'année dernière, c'était une galère. Compliqué, ouais. C'était une galère, ouais. On en a parlé avec Véronique Lebris. Voilà, Véronique Lebris qui a été notre invitée. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Enfin voilà, ça c'est un truc, ça c'est un travail magique, quoi. Le travail il est magnifique et voilà, c'est un exemple de cinéastes hyper importants, essentiels même. Et alors je sais pas comment Ackerman est aujourd'hui distribué sur plateforme pour le coup. Je sais pas si sur Arte à un moment donné. Absolument. Mais je crois pas qu'elle est autrement sur des plateformes. Ciné, maintenant ils ont récupéré une partie. Ah ouais. Ils ont récupéré une partie, ouais. Donc en location en SVOD. Voilà. Ouais. Mais en fait il y a aussi Univers Ciné va changer de nom parce qu'il y a le rachat de Filmo TV. Donc du coup il va y avoir aussi récupération d'autres. À venir, mais parce que c'est des plateformes qui sont centrées sur le cinéma d'art et essai, c'est-à-dire c'est né de ça, c'est un collectif de distributeurs à la base Univers Ciné, donc absolument. L'idée c'est vraiment d'aller creuser aussi des œuvres, voilà. Mais je crois que Véronique Lebris nous avait dit que Chantal Ackerman, par exemple, je crois que c'était la famille qui bloquait, il me semble, il y avait une histoire d'ayant droit ou je sais pas quoi, et c'est ça qui avait beaucoup coincé, ce qui doit arriver sur certains cinéastes. Alors je sais pas si
Vous, ça vous arrive jusqu'à vous avec des films de cinéastes dont vous aimeriez avoir les copies et que vous n'avez pas forcément? Ouais, après nous, on fait, comment dire, nous on a un stock qui du coup qui a été créé au fur et à mesure. Moi quand j'arrive, en fait, je continue d'alimenter ce stock effectivement de choses qu'on essaie de trouver à droite à gauche et aussi de toutes les rééditions mais toutes en fait les raretés. En fait, quand ça sort, je sais pas, par exemple, je prends un exemple. Qu'est-ce qui est sorti récemment? Je sais pas, par exemple le coffret Blu-ray Yosseliani, qui est sorti l'année dernière. Je pense dans 2-3 ans, il est extrêmement rare en fait. Voilà, donc les raretés, c'est aussi les films deviennent rares au fur et à mesure du temps. Quand je sais pas, par exemple un Mishima de Paul Schrader, qui est un film qui est un DVD assez rare, il l'était pas au moment de sa sortie, quoi. Voilà, après j'ai quoi comment il s'appelle ce film japonais, Le visage d'un autre, j'ai plus le nom du réalisateur qui a également fait La femme des sables. Haraguchi? Non, c'est pas. Non. Et qui a années 70. Années 70. Non, pas Ozu, c'est trop. Non. La femme des sables, c'est. On va demander à notre régie de chercher le réalisateur de La femme. La femme des sables. Ouais, c'est Teshigahara. Absolument. Bon, ça c'est des films qui sont introuvables et qui valent à l'achat 200-300 balles. Voilà, mais bon, il y en a. J'ai fait d'ailleurs j'ai commencé une liste Letterboxd de toutes les raretés qu'on trouve chez JM Vidéo. Et vous d'ailleurs, justement, dans certains films qui sont rares à trouver, ça vous arrive du coup de les payer super cher pour être sûr de les avoir, ou vous évitez de faire ce genre de choses? C'est tout l'enjeu de la cagnotte aussi, c'est de pouvoir refaire ce genre de choses, parce que non, bien sûr que non, on le fait plus là depuis quelques temps. On peut plus se le permettre. On travaille notre fonds qui est déjà énorme, et voilà. Après, il arrive qu'on récupère des choses dans des gros stocks de particuliers qui nous sont vendus, ou dans des dons, et donc voilà, c'est aussi des moments qui nous permettent de récupérer des films rares, des films très compliqués à trouver. Mais là, pour le coup, c'est au petit bonheur la chance, et c'est pas un travail de recherche comme on pouvait le faire avant. Mais c'est un des objectifs, c'est de revenir à ça, parce que un lieu comme celui-ci, il n'a d'intérêt que si justement il concentre tous ces films-là qui sont plus trouvables ailleurs, et qu'on devient ce bastion qu'on dit être, mais pour le coup de façon de façon véritable, quoi. Ouais. Mais après, ça veut dire investir. C'est toujours pareil. Ça veut dire investir dans 150, 200, 300 balles dans un film. Ouais. Quand ça veut dire ne pas acheter 10 films à 50 balles qui déjà, s'ils sont à 50 balles, sont déjà des films qui probablement ne sont pas sur les plateformes, qui probablement ne sont pas chez les gens. Ouais, c'est ça. Et t'as un exemple là de coffret ou de DVD que vous n'avez pas, que tu adorerais avoir, ou... Moi, j'adorerais avoir La condition humaine de Kobayashi, par exemple. C'est un film c'est un coffret qu'on n'arrive plus à trouver, ou le Out One de Rivette aussi. Enfin, c'est des trucs. Même Rivette. Ça, Out One. Même Potemkin, ils n'ont pas des éditions spéciales. Ils ont une nouvelle vague, souvent, qu'ils font avec comment elle s'appelle, Agnès B, qui édite pas mal avec eux, enfin qui stylise entre guillemets les éditions de mais ils éditorialisent aussi. Non, mais ça, c'était, je sais plus si c'était Potemkin ou Carlotta, Out One, mais c'est sorti, c'est en très peu d'exemplaires. Ils l'ont sorti au cinéma en plus. Oui, tout à fait. Mais le coffret, il est plus trouvable, quoi, et c'est impossible. Ça, c'est quand même fou, quoi. C'est vrai que c'est des objets en plus magnifiques. Après nous, par exemple, on a un Phantom of the Paradise en cuc, donc coffret ultra collector avec ça coûte 800 balles, quoi. Ah ouais. Et celui-là à louer est plus cher qu'un coffret classique, ou pas forcément? Alors ça, pour le coup, le coffret lui-même ultra collector, c'est vraiment vente pure, pour le coup. Ça, on prend pas trop le risque de. On en a un autre par ailleurs, quoi. On a une il y a trop de risques par que ce soit abîmé après. Oui, puis là, c'est des produits un peu spécifiques. Ouais, prestige. On a une grosse caution. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais là, demander une caution de 800 balles, c'est pour louer des films, c'est compliqué. Ouais, ça va faire beaucoup, il y a des fan clubs. Alors justement, on a des petites questions un peu pièges et cinéphiles. On fait le point de mémoire sur la filmothèque de certains cinéastes. Et donc, c'est plusieurs petites questions.
Est-ce que chez JM Vidéo, c'est pas grave si t'as pas les réponses, hein. Ouais. C'est pas. C'est vrai que le mot Bah, j'ai pas l'ordi dans la tête, quoi. Mais je vais pas aller chercher dans les trucs trop compliqués. Ou tu Est-ce peux dire oui à chaque fois. Voilà, tu peux dire oui ou tu peux dire non. Est-ce que chez JM Vidéo, vous avez les 35 longs métrages de Steven Spielberg? Alors, non, mais je contextualise quand même. On fait de la vente et de la location parfois sur le même stock. Si ce matin, quelqu'un est venu et m'a acheté tout Steven Spielberg, il faut que je rachète Steven Spielberg. Donc, à l'instant où tu me poses la question, je suis à peu près persuadé qu'il doit m'en manquer un ou deux. Voilà. Mais c'est intéressant. Mais en gros, en général, t'as plutôt l'intégralité de Steven Spielberg. Sur Spielberg, oui. C'est classique. C'est pas. Alors, j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas une exception dans sa filmo? Peut-être, mais je la connais pas. En tout cas, je pense qu'à une époque, Duel devait être difficile à trouver parce que Duel est trouvable. Voilà. C'est pas un problème, ça, pour le coup. Non. Même Sugarland Express, 1941 aussi. Ouais, si, c'est facile, okay. ça. Ouais. Les 13 de Peter Jackson, qui est un cinéaste de la génération Vidéo Club des années 80, donc c'est pour ça que je te pose la question. Non, alors tu trouves pas Bad Taste et tu trouves trouves pas comment il s'appelle l'autre même génération. Les fantômes, celui avec les fantômes. Non, ça on le trouve. Mince zut. Je vais pas y arriver. C'est un autre film de genre. Ouais, De quoi il parle? C'est un film de monstre. Zut, comment il s'appelle? Ça doit être ça va me revenir, mais bon, en tout cas, c'est dans ses premiers. Voilà, c'est ça. Et sinon, oui. Donc sinon vous avez tous les autres. Ouais. Puis vous montrent juste Backtest et celui-là. Ouais. Ah, intéressant. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, on rentre plus corsé. Alors, un cinéaste qui est venu chez vous, les 20 longs métrages. Alors attention, réalisés par Tim Burton. Je vais te faire la même réponse que pour Spielberg. Surtout qu'il était dans l'actu, là. Ouais. Ouais, je vais te faire la même réponse que pour Spielberg. On doit avoir la plupart de tête. On doit avoir la plupart. Alors après, attends, si on se refait, t'as les 5 premiers en tête ou pas? Alors, Pee-wee, mais je suis pas sûr que ce soit le tout premier. Si, je crois. Ça, Pee-wee, on a, c'est sûr. Après, il doit y avoir. Alors, entre Ed Wood et. Ah non, Ed Wood, c'est le deuxième. Ed Wood, on a. Voilà. Ça, dans les premiers, ça, c'est sûr. Dans l'ordre des Dormants d'argent. Ouais. Ça, c'est sûr. Non, mais tout ça, c'est pas le premier, Sleepy Hollow. Attends, avant, il y en a un autre. Mars Attack, c'est après. Bon, ça, c'est plus tard. Classique. Ouais. Non, mais oui. Ouais. Oui. Ah oui, Batman, j'ai oublié les Batman, les deux Batman, ça j'imagine. Mais donc, même réponse que pour Spielberg. Il est possible qu'il m'en manque un là à l'instant T, mais c'est des films que nous avons en rayon. Mais ça, c'est pas trop difficile à trouver. Et ça, c'est pas difficile à trouver. Ouais, c'est vraiment des. Mais même le cinéma américain globalement. Après, il y a des Altman qui sont plus complexes. Ouais, voilà. Des Schrader qui sont très compliqués. On en parlait. Bon, justement, là, je vais rentrer dans des noms de cinéastes où c'est un peu plus difficile et c'est intéressant parce que nous, on s'appelle Territory et donc on parle de cinéma de territoire et donc de cinéastes qui, d'ailleurs, pour certains sont encore vivants aujourd'hui et sont importants aussi dans certaines sphères cinéphiles. Donc, justement, plus difficile, les 8 longs métrages de Kelly Reichardt, qui est devenu très populaire maintenant et dont les films sont pas trop difficiles à trouver. Donc, alors oui, on a même récupéré Certain Woman qui est pour le coup un film très compliqué à trouver. Moins en plateforme, qui est sur quasiment toutes les plateformes. Ah ouais, qui est sur les plateformes. Pas très longtemps quand même. Ouais. Peut-être, mais en tout cas, alors, le distributeur qui l'a sorti en salle n'existe plus. Et c'est Mubi, non, qui distribue maintenant, non, c'est pas ça? Alors Mubi a distribué avec Condor First Cow. Oui, ça oui, effectivement. Et Condor va distribuer The Mastermind qui était à Cannes, qui sort l'année prochaine, par contre, en 2026. Et Showing Up a été distribué peut-être par Diafana. C'est possible. Mais en tout cas, un distributeur un peu plus important. Mais c'était un tout petit distributeur qui avait sorti Certain Woman, qui avait fait un coup de poker. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais été à l'avant-première avec elle. Et il y avait le distributeur, j'avais discuté avec lui. Et il m'avait dit, mais moi, en fait, j'ai fait une offre directe, ils l'ont accepté tout de suite. Et Kelly Reichardt fait partie des cinéastes qui ont des distributeurs américains et vendeurs dont les films sont vendus assez cher par rapport au marché européen. Et donc, du coup, c'est pour ça que d'où la question, c'est que des fois on arrive à le sortir en salle et on n'arrive pas forcément à le sortir en DVD. En fait, on a, alors je sais pas l'expliquer, mais même la dernière piste, on l'a par exemple, mais dans une édition qui n'est pas une édition française, donc qui peut être une édition néerlandaise par exemple, un truc comme ça, mais sous-titré et tout, tu vois. Donc tu peux voir version originale sous-titrée. Ouais, absolument. Et ça a été édité par. C'est ça aux Pays-Bas. Je me pose la question parce que alors je sais que sur les jaquettes c'est le titre anglais. Moi je l'ai revu en salle, j'ai proposé à Laetitia de venir le voir parce qu'il ne l'avait pas vu et qui est un film
assez exigeant. Tu balances. Non, mais peut-être le prochain sera toi. Moi, j'ai une anecdote sur ce film, par contre. On a pour client L'Adamant. Je sais pas si ça vous parle. L'Adamant, c'est cette. Il y a eu un film récément. C'est une péniche qui fait. Oui. Bah, c'est produit par TS Productions. Oui, je vois. Absolument. Et j'ai fait une projection là-bas. Enfin, une espèce de ciné-club. Ils ont un ciné-club qui s'appelle Travelling. Et d'où, en fait, ils choisissent d'habitude eux-mêmes les films qu'ils ont envie de voir. Donc c'est pas des patients parce qu'ils sont pas sur place comme des. Voilà, mais j'y suis allé en fait avec 3 films différents. On m'avait demandé 3 films différents et entre autres j'avais pris le Kelly Reichardt. Okay. Et donc je leur ai parlé des films. Et ils ont choisi de regarder. Parce que la dernière piste. Oui, pardon. Non, mais on peut dire les deux. Moi, j'aime bien dire les titres originaux. C'est ce qui ne veut pas dire la même chose en plus. Donc. Oui, en plus. Non, mais c'est vrai. Et donc j'en ai parlé comme un western, donc ça les a emballés et tout. Et après l'idée, c'était du coup d'en discuter. C'était extrêmement drôle parce qu'en plus, c'est plein de gens qui ont plein de problèmes différents et voilà, absolument, et puis des rapports au temps, à l'émotion hyper différents. Et c'était hyper drôle de voir que le film a ennuyé la moitié J'allais te demander, ouais. Mais en même temps a créé une vraie tension chez plein d'autres, quoi. C'était génial. Mais du coup, voilà, ce film a été vu à l'Adamant et je l'aime beaucoup. Mais nous l'avons, je crois qu'on a tous ces films en fait. Je réfléchis. On a tous ces films. Et j'ai hâte de voir le suivant. Intéressant. C'est pas son meilleur. Moi, je suis un fervent suiveur de Kelly Reichardt, qui est pour moi un grand modèle. Donc, on reste avec une femme cinéaste. Les 7 longs métrages de cinéma, je dis bien de cinéma, de Jane Campion. Alors, je compte pas Power of Dog, qui est un film Netflix, mais je crois qu'il y a une édition DVD, mais je suis pas sûr. Il y a une édition américaine, mais que nous n'avons pas. Elle est pas sous-titrée, je crois. Voilà. Mais sinon. Les premiers sont assez rares. C'est la question que je me pose. Là, de tête, si tu me les listes un par un, je te dirais. Non, mais parce que c'est dur comme question. Non, mais c'est approximatif. Là, c'est parce que c'est une cinéaste aussi, entre guillemets, un peu connue. Donc en tout cas, on veille toujours à avoir les principaux, quoi. Voilà, après, c'est vrai que. Première femme palmée à Cannes. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, la leçon de piano ressort en 4K là, au mois de décembre. Ouais. Ah ouais, super. Eh bien, un film que tu vas pouvoir m'emmener voir, Laetitia, parce que tu te rappelles que je ne l'ai pas vu. Alors, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est un très beau film. Et juste le dernier, et enfin une cinéaste qui est aussi venue chez vous, entre autres dans le vidéoclub de Combini. J'avais pas fait gaffe, c'est une cinéaste que j'adore, qu'elle en avait fait 15. C'est Claire Denis. Ah oui. Alors réalisé aussi, et des films de cinéma, parce qu'elle a fait un téléfilm aussi. Non, il y a plein de Claire Denis qu'on n'a pas. Il y a plein de Claire Denis qui sont très mal édités, qui sont très difficiles à récupérer. Les anciens, je suppose. Les anciens principalement, et qui coûtent une fortune. Donc franchement, Claire Denis, c'est terrible, mais le rayon est mince pour le coup. Je suis bien. Maintenant, il faut lui envoyer un message. Je suis comme elle est venue. Non, mais c'est vrai. On devrait le faire plus souvent, de contacter les réels eux-mêmes pour. Ils sont contents que leur film soit dispo. Ah bah c'est clair. Ils sont pas forcément conscients des fois. Non, absolument. Je sais pas si elle les a chez elle. Je pose cette question parce que j'ai remarqué dans le vidéoclub de Combini que parfois les cinéastes, quand on leur souvent ils sont plutôt modestes en disant je vais pas parler de mes films et tout ça, mais quand on leur montre leur rayon à eux, je me souviens de Jacques Audiard qui avait dit à l'époque il avait fait que 8 films je crois, et il a dit 8 films, regardez, ça fait pas beaucoup, je me souviens de sa main qui mesure, etc. Mais du coup, il avait dit ils y sont tous. Et donc, tu vois, c'est la question, c'est quelque chose qui peut arriver souvent. Alors peut-être qu'eux, ils le montrent pas à chaque fois, parce que Arthur nous avait raconté qu'il y a beaucoup de choses qui coupent, évidemment. Mais je pense que ça doit arriver de temps en temps qu'il y ait des cinéastes qui regardent parce qu'on leur pose la question aussi et qu'on leur montre. Et du coup, c'est peut-être intéressant en même temps pour vous de te dire tiens. Je sais pas, moi à leur place, je pense. C'est pas un truc c'est normal quoi, c'est quand même t'es dans un lieu qui ailleurs n'existe plus, t'as envie de voir si tu as ta petite place. Je pense que c'est assez normal. Puis bon, il y a toujours un peu d'ego chez bien sûr chez les cinéastes, mais oui après il arrive, tu vois, des fois on se dit, là moi par exemple je viens d'apprendre, je sais pas si ce sera diffusé quand. Alors vendredi là, on est mardi, donc ça sort. Donc je vais
peut-être pas donner le programme des prochains Combini là maintenant, mais pour dire que du coup on a constaté qu'on avait parfois des rayons un peu maigres sur des cinéastes qui viennent, et on essaye tant bien que mal de les refaire avant aussi, parce que nous on adore les faire dédicacer et tout, et donc on préfère voilà. Mais c'est comme ça, hein, c'est inévitable. Le magasin est vivant, il est le stock est en mouvement constant, on peut pas tout contrôler. On a évidemment parlé des plateformes qui ont quand même bien changé l'usage des gens ces 10 dernières années. Ouais. Je pense quand même, en plus après avec le Covid et la fermeture des salles, je pense qu'il y a quand même eu pour certaines personnes un changement de façon de visionner les films. Comment toi, tu imagines JM Vidéo dans 10 ans avec l'évolution des plateformes, justement ? Est-ce que tu as une vision, ou est-ce que tu vois pas trop Bon, c'est sûr que ça s'est accéléré et ça continuera de s'accélérer. Le Covid a été un gros accélérateur. Et puis, il y a aussi plateforme et plateforme. Bon. Ouais. Moi, je pense que ça prendra de plus en plus de place. Je vois pas de raison d'imaginer qu'on puisse faire marche arrière, sauf effondrement, ce qui est tout à fait possible. Mais voilà. Et je pense d'ailleurs que si ça devait arriver, on sera bien content que des lieux comme JM Vidéo existent, parce on aura conservé la mémoire des films. Donc je pense que voilà, ça c'est un truc. Nous, c'est un truc qu'on dit par exemple quand on a des rendez-vous avec services publics sur des questions. Voilà. Non mais voilà, non mais c'est quand même important. On sait pas où va le monde en fait. Donc mine de rien, peut-être un moment où en fait on sera encore plus précieux. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que je constate, en tout cas, c'est déjà, il y a plein de gens qui s'épuisent des plateformes et qui reviennent au vidéoclub. Nous, on a eu une vraie perte de clientèle après le Covid, de gens qui ont pris l'habitude et qui commencent à revenir là de plus en plus. C'est marrant, souvent, c'est toujours c'est toujours la même phrase. C'est ça fait longtemps que je suis pas venu, puis je regarde et c'est toujours au même moment, quoi. C'est toujours 5 ans après, quoi. C'est toujours C'est quand même énorme. Et c'est toujours la même chose. C'est oui, mais on s'est épuisé, machin. On a envie de revenir. On a envie de revenir à une autre pratique. Voilà, et je le constate encore plus là en ce moment, qui est là aussi un accélérateur avec la cagnotte et tout. On a énormément de gens dans la boutique, on parle énormément des pratiques de chacun et tout, et il y a une vraie volonté quand même de revenir à quelque chose d'être moins soumis aux algorithmes, à tous ces trucs un peu quoi choisir. Voilà, à ce truc un peu obscur, et sans nécessairement abandonner la plateforme, de revenir aussi un peu de temps en temps à de l'échange, de la discussion. Voilà, moi j'ai aimé ci, est-ce que tu peux me conseiller autre chose ? De revenir à tout ça. Ce que Netflix essaye de faire quand même, mais dans les suggestions. Oui, ouais, non, mais on y croit. Mais évidemment, personne n'y croit. Mais ce qui est intéressant, je voulais le caser à un moment donné dans ce qui est dit par rapport à Netflix. C'est marrant parce que Netflix, c'est né de mecs qui, justement... Oui, ils louaient des cassettes, c'est ça ? Des DVD. Ils distribuaient, c'était des mecs qui arrivaient. Mais moi, j'ai vécu aux États-Unis et j'étais en Floride la première fois en 2015. Netflix était déjà bien installé, et même déjà, je crois, des films Netflix. Et des fois, on pouvait, parce que la qualité était meilleure, demander donc sur notre plateforme un DVD, et on recevait. Donc il y avait un mec qui arrivait en vélo. Mais moi j'avais une maison à Sarasota, avec des copains, et il disait viens demain on se regarde. Je sais pas, je crois qu'il y avait un film de Woody Allen qu'ils avaient eu en exception, un truc comme ça. Et donc du coup on avait eu je sais plus si c'est le DVD ou le Blu-ray, mais du coup c'était une bien meilleure qualité. Netflix a progressé d'ailleurs là-dedans dans la qualité de diffusion. Mais du coup évidemment le support était encore possible. Et donc t'avais 48 heures, et après tu devais les remettre dans t'avais un truc de retour avec tu le mettais dans une boîte aux lettres. Il y avait un mec qui venait le récupérer. C'est génial. C'est clair. Et du coup, Netflix est né de ça, c'est du manque. Tu parlais de la question du manque. Le vidéoclub, c'était ça. Le manque de voir des films dans des zones où c'était un peu reculé. Alors, Sarasota, c'est pas une petite ville, mais justement, c'est une ville qui est assez étalée aussi. Et donc, du coup, je pense que les Américains sont très bien chez eux, et donc du coup il y a une dynamique aussi qui fonctionne avec ça. Mais même moi ça m'a fait plaisir parce qu'on avait une grosse télé, et ça veut pas dire que j'allais pas au cinéma, mais du coup j'étais bien content. Et donc le fait d'avoir ce mec là qui était arrivé avec le DVD, ça m'a fait rire, et je m'étais dit tiens, c'est marrant, en fait Netflix a poursuivi ça. Je pense que maintenant ils ne le font plus du tout, mais Netflix c'était né de ça, c'est-à-dire que c'est à la base c'est du vidéoclub futur,
du futur qui d'un coup très vite est arrivé dans le streaming parce qu'il y a eu l'évolution d'Internet. Enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que ça va un petit peu dans la question des questions que Laetitia posait, c'est que évidemment, mais même toi tu l'exposais, ce qui va pas y arriver à devoir se réinventer au final tout en gardant la base du vidéoclub. Mais toi tu disais déjà que vous faites des trucs d'échange. Ce qui se faisait pas avant un vidéoclub. Le vidéoclub avant c'était le magasin, c'est le store quoi. T'arrivais, tu disais voilà, tu me conseilles quoi le film, top tu prends et puis tu t'en vas et tu reviens. Là tu vois tu fais des cafés rencontres, des événements, t'as envie de faire vivre. Donc c'est ça aussi l'évolution d'un lieu par exemple comme GM Vidéo. Ouais. Non c'est clair. Faut se réinventer. Non mais de disons. toute façon voilà, oui il faut se réinventer, c'est sûr. Bon là on est un peu en plein dedans aussi parce que je pense qu'on a essayé on a essayé longtemps de rester un vidéoclub traditionnel en développant des choses un peu évidentes, la vente, un site internet, faire de la vente, des trucs comme ça, développer des événements et tout. Au maximum quoi. Au maximum. Après c'est clairement pas suffisant et il va falloir trouver des solutions pour effectivement se développer. Je suis en plein dedans, en pleine réflexion. J'ai pas encore de choses précises à dire, d'autant que moi je pense qu'il faut à tout prix, on est hyper attaché à l'enseigne là où elle est aujourd'hui, donc l'espèce de projet un peu évident qui serait un peu plus grand, pouvoir tu vois, faire des rencontres dans l'espace lui-même, c'est à la fois des trucs auxquels je réfléchis et en même temps je trouve que c'est quand même bien que ça reste comme c'est dans son jus, un lieu de quartier et tout. Je trouve que ça a un vrai symbole. Enfin, c'est vraiment fait le charme du lieu aussi. Oui, le charme et puis aussi le côté. À la fois, tu vas chercher ton film comme tu vas acheter ton pain. Même si je compare pas un film et une baguette, bien sûr. mais dans ce rapport-là, et donc un truc vraiment facile, tu vois, pas besoin d'entrer dans un lieu qui est sanctuarisé et tout, tu vois, et en même temps, faut quand même trouver des solutions. Donc bon, les solutions là, c'est un peu hors les murs, c'est de développer un ciné-club, des formats qui sont rémunérateurs, voilà. Je pense qu'il y a un truc qu'on fait pas assez et qui, moi, est un peu en dehors de ma personnalité, mais c'est les réseaux sociaux. Et là, je le vois aujourd'hui. En fait, on a carburé tellement sur les réseaux sociaux qu'en fait, la vérité, c'est qu'on a triplé notre chiffre d'affaires quotidien. Avec tout là, ce qui se passe. Alors évidemment, on peut pas avoir la télé tout le temps, CNN tous les jours. mais pourquoi pas non, en fait, non, mais en plus on n'en veut pas parce que c'est fatigant. Oui, d'avoir les médias tout le temps, c'est super. Tu répètes tout le temps la même chose. Oui, puis ils veulent tous la même histoire. Donc, Combini continue à tourner. Voilà, aussi. Donc, c'est ça. Mais par contre, ce que font très bien certains influenceurs et qu'on pourrait faire, je pense, aussi bien et à notre sauce et sans tout le tralala des réseaux sociaux, machin et tout, c'est simplement régulièrement aussi apporter notre expertise qu'on aime, machin et tout. Et à travers l'image de la boutique, je pense que c'est pas énorme, c'est pas une idée de génie, mais c'est un truc qu'il faut absolument faire, ou en tout cas arriver à un petit peu aller toucher les gens un peu plus parce que ça c'est le truc. Et puis après des idées, faut en trouver encore. Bon, il y en a plein, on médite sur plein de choses. Juste une transition à faire, tu parlais du retour là, de certaines personnes d'après Covid. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge, parce qu'on dit tout le temps maintenant que les jeunes vont plus au cinéma, enfin sur l'usage, on dit que voilà, leur usage du cinéma c'est justement de voir les films sur les plateformes, ou même maintenant on sait que il y a des films sur TikTok aussi en 100 parties. Enfin, voilà, Ah ouais. Ouais. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une tranche d'âge Non, moi non plus, mais ça existe. Ouais, c'est dingue. C'est sans doute c'est même certain, grâce à Combini. Aujourd'hui, vous passez une journée chez JM Vidéo, c'est assez dingue à quel point la majorité des clients ont entre 20 et 30 ans. C'est incroyable. La moyenne des nouveaux inscrits, la moyenne, ça veut pas dire grand-chose, mais 60% des nouveaux inscrits, ils ont entre 20 et 30 ans. C'est incroyable. La clientèle s'est complètement régénérée, enfin en tout cas, elle s'est complètement transformée. Et c'est vrai que désormais,
Moi, quand je suis arrivé, je servais quand même beaucoup de cinquantenaires en moyenne et un peu plus. En fait, des gens qui avaient connu le fait d'aller louer des films dans des vidéoclubs et qui continuaient l'expérience, quoi. Les jeunes des années 80, Absolument. 90 qui sont gardé devenus l'usage. Voilà, c'est ça. vieux, malheureusement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est horrible à dire, mais quand ils avaient 15 ans dans les années 80... C'est la- Non, mais voilà. Voilà, oui, mais enfin, c'est Tout le monde vieillit, genre. Tout le monde vieillit, C'est- exactement. Non, mais c'est c'est pas du inévitable. tout c'est pas une critique. Mais oui, du coup, c'est à partir des cinquantenaires, Voilà, ouais, qui non, étaient c'est les ça. jeunes des années 80-90. Du coup, en fait, aujourd'hui, c'est devenu le schéma inverse. Enfin, c'est-à-dire que t'as une inversion de... C'est ça qui est drôle, c'est que t'es Oui, revenu à un connu, public, à une audience qu'on avait dans le pic des années 80-90, où on voit tous ces films de génération Oui. Wes Craven, où les mecs vont dans des vidéoclubs, même les films de Tarantino, tout Ouais. ça, qui sont inspirés de la génération vidéoclub, où on voit que des jeunes dans les vidéoclubs, alors que nous, même, on a connu, on voyait qu'il n'y avait plus trop que les jeunes. Là, c'est drôle que du coup, tu reviennes à un truc où tu es comme dans les films fin des années 80, début 90, C'est jusqu'à ça. 2000, quoi. C'est ça, et puis avec une logique très auteur, en fait, puisque Combini, avec sa ligne d'invités, ils invitent pas Regadas, tu vois, mais ils invitent quand même ils invitent des cinéastes, ils invitent des cinéastes qui sont Claire Denis, c'est des pointu. grands. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà. Non, c'est clair. Mais n'empêche ça que, dépend. n'empêche que tout. Et Bong Joon-ho est devenu populaire avec Parasite. Je pense qu'avant Parasite, Ouais, le grand ouais, public, ouais. personne ne savait Ouais, qui je sais c'était. pas. Après, il y a le cinéma coréen à ce truc. De toute façon, Ouais, il y en a cette plus. aura, les jeunes. Ouais, ouais, Est-ce que les gens étaient capables de retenir le nom de Bong Joon-ho? C'est ça Bong aussi. Joon-ho, je sais pas. Ouais. Park Chan-wook sans doute, mais. Même pas sûr, parce que en fait, au final, à part de savoir que c'est Old Boy, je pense qu'il y a vraiment. Moi, je pense que justement, tu parles de genre et tout ça, les gens étaient attirés, même le public du vidéoclub, il disait tiens, j'ai envie de voir un film d'horreur ce soir, ou un film coréen, le cinéma coréen, une esthétique, un style. On a découvert que quand tu regardes Hong Sang-soo, qui est devenu aussi populaire dans la sphère cinéphile, au début c'était cinéphile exigeant, maintenant c'est le cinéphile qui est très ouvert. Hong Sang-soo, il est à Cannes, à Berlin, à Venise, il gagne des prix. Il n'a pas encore eu de Palme d'Or, mais ça ne saurait tarder presque, enfin tu vois. Et d'un côté, Bong Joon-ho, qui n'a absolument rien à voir. Donc c'est-à-dire même le cinéma coréen, c'est vachement étiré et aujourd'hui clair, on le voit différemment. C'est pour ça que je dis Bong Joon-ho, je pense que vraiment Parasite a été une espèce de rupture entre le cinéma, ça fait 2000 entrées, enfin, ça veut dire qu'il y a eu une rupture avec le cinéma Ouais, non, et le cinéma grand public. C'est clair. Une bonne rupture. En tout cas, il est vrai que le cinéma coréen a ce truc de proposer une espèce d'entrée comme ça qui permet ensuite des ramifications assez incroyables. Mais en tout cas, cette nouvelle clientèle jeune, elle est très en recherche, très curieuse, et ça c'est l'effet Combini, qui du coup, pour revenir à ce que je disais, voit comme ça des cinéastes, citer plein de cinéastes qui appellent d'autres cinéastes, etc. Et ce truc là, en fait, tu le retrouves de façon immédiate chez les nouveaux inscrits, quoi. Et c'est hyper beau de voir, déjà c'est cool parce que ça permet une perspective. C'est mieux quand même quand t'as une clientèle qui est un peu jeune et qui potentiellement peut rester du coup très longtemps, parce que si elle se régénère pas, c'est difficile. Déjà, de croire en l'importance du lieu dans lequel tu travailles tous les jours. Hôtel. Ouais. Déjà, et puis parce que aussi t'as ce truc de peut-être plus chez les jeunes que chez les gens qui ont déjà vu beaucoup de choses, mais de volonté d'aller chercher ton expertise, d'échanger avec toi, essayer de comprendre pourquoi tel cinéaste pour toi est important, machin, etc. Donc il y a vraiment tout ce truc qui se joue, et voilà. Et bon, ça offre du coup, pour rebondir sur la question d'avant à laquelle j'avais pas répondu, mais l'envie de se dire que dans 10 ans, il faut qu'un lieu comme celui-ci soit toujours là, parce que si ça se régénère constamment, ça va offrir des interactions toujours plus intéressantes, une clientèle hybride comme celle-ci qui contacte du monde qui évolue, voit des films, qui filment ce même monde qui évolue. C'est aussi des gens qui apprennent à réfléchir ce monde qui est en mutation. Donc important. c'est hyper important, en fait, c'est hyper important. Et est-ce que ça se fait vraiment, ce travail-là, sur les plateformes? Non. Je suis pas sûr, je pense que c'est beaucoup plus passif. Après, chacun c'est sa manière. Moi j'ai l'impression qu'en tout cas, quand je lance un film
que je sais pas sur MyCanal ou un truc comme ça, je le fais de façon hyper passive, quoi. J'aime pas ça. Alors quand t'es rempli de plein d'images, c'est vrai, quand tu ouvres Netflix, Amazon. Il y a les pubs maintenant en plus. Puis il y a les pubs maintenant, faut que tu payes. Oui, c'est atroce. Soit tu payes plus, soit voilà. Soit t'as 5 pubs pendant le film. Ouais, non mais c'est atroce. Amazon a mis ça, des coupures, je crois. Netflix aussi, le moins cher, je crois que t'as des pubs maintenant. Ouais, mais alors c'est vraiment pour te dire qu'ils ont fait un abonnement pas cher, ce qui est vraiment dégueulasse en réalité. Je pense que personne ne prend cet abonnement. Mais c'est comme la nouvelle génération qui regarde les films en x2 là. Ouais. Ah ouais, non mais ça c'est dingo. Mais comment les plateformes moi ça me rend fou que non mais surtout même les cinéastes qui laissent leurs films sur les plateformes. Mais je me souviens que c'était Xavier Dolan qui avait poussé un coup de gueule sur Netflix justement parce que les mecs avaient changé le format de son film. Ah oui. Son film est en 1:1, qui est pas un format commun, qui est plus serré que le 1:33 et c'était Mommy. Mais c'est scandaleux. Et les mecs l'avaient mis en je crois à 16/9 ou un truc comme ça. C'est carrément en fait ça avait coupé le haut de l'image et tout et ils l'ont remis normalement. Bah oui. Après, mais il avait fallu qu'il pousse un coup de gueule. Je pense qu'il aurait rien dit, il aurait rien fait. Il a dit mais moi je suis personne ne dit rien sinon. Je suis un consommateur de chez vous. Ouais, mais c'est aussi le boulot des distributeurs, c'est le boulot de ceux qui vendent, d'aller vérifier sur les plateformes. De la technique aussi, mais... Et de respecter, voilà. Et justement, le DVD, le Blu-ray, il fait ça. D'ailleurs, même aujourd'hui, on demande aux réalisateurs des fois de participer aux éditions pour voir si la qualité est mieux. Le mixage, on te demande de vérifier parce que c'est pas le même. Tu retrouves ce type de problème aussi parfois sur les éditions DVD et tout. Mais effectivement, oui, un mec comme Nolan, par exemple, là, je sais. Moi, je disais Xavier Dolan, mais oui, il y a Nolan. Je parle de Nolan qui a pour le coup une façon très... lui, il contrôle tout la manière dont tu regardes le film l'intéresse particulièrement. Ah oui, lui, il est au mixage de son film en salle. Il est au moment où il fait le mixage en salle, il est déjà en train de faire le mixage. Il enchaîne avec le mix pour le DVD, le Blu-ray, parce qu'il veut être sûr qu'ils vont pas venir l'emmerder dans 6 mois, etc. Donc il a un ultra. Non, mais je trouve ça super beau pour le coup. C'est très juste. C'est pas un cinéaste que j'adore par ailleurs, mais c'est vraiment. Après, c'est un cinéaste qui appartient à son époque. Oui, mais en tout cas, il s'intéresse aussi. Il s'intéresse à la manière dont. Oui, et puis du coup, in fine, un peu à toi aussi et à ta manière dont tu vas le recevoir. Je trouve que c'est beau comme idée. Transition parfaite avec Christopher Nolan qui a récemment souligné l'importance justement de posséder un film physiquement plutôt que de simplement le louer ou le streamer. Donc il a vraiment insisté sur le fait que l'avoir chez soi, ça n'a pas de prix, quoi. Dans ce contexte, quel rôle continue de jouer pour toi l'objet DVD ou Blu-ray pour les cinéphiles ? C'est vrai que tu as déjà un peu répondu à la question avant, mais... Oui, moi, je pense que en fait, t'as plein de façons de l'envisager. Il y a un côté un peu totem comme ça, d'avoir les films que tu aimes et qui comptent pour toi chez toi. Moi, j'ai ce truc-là, par exemple. J'ai pas nécessairement beaucoup de DVD de Blu-ray chez moi, mais par contre, j'ai vraiment les je sais pas, 500 films qui comptent pour moi, quoi. Ce qui est déjà pas rien, mais j'ai ce truc-là. Bon, après, j'ai tellement de bouquins par ailleurs et tout que j'ai pas de place pour. Mais c'est un peu la même idée, en fait. C'est comme les bouquins, ouais. Oui, je suis d'accord. C'est de pouvoir y revenir. Regarder quand tu veux. Et regarder quand tu veux. Et pas le chercher sur quelle plateforme. Exactement. Il y a ça. Après, je pense que le point central, c'est la conservation. Aussi, les cinémathèques du monde entier font un travail de conservation qui est très. Mais voilà, de pouvoir garder, de pouvoir transmettre ensuite. Notamment à tes enfants ou tout ce truc-là, moi je le trouve très beau et c'est en fait c'est un truc qu'on est en train, pas seulement sur le cinéma, mais surtout en train de le perdre, quoi. Comme on perd le fait d'avoir des albums photos chez soi, comme on perd le fait d'avoir les lettres qu'on écrivait à nos amoureuses ou à nos amoureux et qu'on n'a plus chez soi. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui disparaissent et parmi cette grande question du c'est quoi qui était mieux avant et c'est quoi qui était pas mieux avant et comment on fait le tri entre tout ça, j'ai quand même l'impression que on perd quelque chose à ne plus pouvoir transmettre ces choses qui sont si importantes pour nous, voilà.
plus le fait d'avoir les... En fait, on a, avec le Katia, on a presque des copies ciné chez soi, quoi. Enfin, c'est fou quand même comme idée, c'est magnifique. Donc ça, après, il y a la dimension technique et technologique, quoi. Bien sûr, ouais. Si tant est que t'as l'équipement qui convient, mais c'est aussi un truc important. Est-ce que tu peux nous parler des habitués qui viennent chez JM Vidéo? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils cherchent? T'en as aussi un peu parlé avant. Est-ce que tu as des exemples de gens qui sont justement complètement réfractaires aux plateformes ou voilà, qui sont dans cette envie aussi de garder quelque chose d'authentique pour pas faire comme tout le monde, si je peux dire? Ouais, bah alors la clientèle de JM, ce que je vous disais, hein, elle est hyper protéiforme, quoi. Il y a vraiment de tout, de tous les âges, ça vient du tout Paris, en tout cas sur la location, ça vient du monde entier quand il s'agit de la vente, hein, parce que ça c'est un truc aussi, chez GM on parle autant français qu'anglais aujourd'hui, hein, c'est assez dingue, hein. Il y a beaucoup d'étrangers, d'asiatiques, alors à parté d'ailleurs, parce que j'ai rencontré il y a pas longtemps un type qui m'a expliqué qu'il sous-titrait pour le YouTube chinois toutes les vidéos Combini. Ah ouais. Qui fait des centaines, enfin des millions de vues, et Combini n'était même pas au courant. C'est pour dire, et voilà. Et en fait, ce type, donc je le savais pas, grâce à lui, il y a plein de gens qui viennent à la boutique, et c'est coïncidence, 2 semaines plus tard, j'ai un autre Chinois qui me dit « Ah, mais si, les vidéos, machin et tout ». Et puis il me renvoie à la chaîne YouTube du gars que j'avais rencontré 2 semaines plus tard. Enfin bref. Donc voilà, il y a des gens du monde entier. Et justement, les DVD, comme vous avez un public asiatique, vous avez des DVD sous-titrés japonais ou chinois, par exemple? Non. C'est souvent, ils repartent souvent avec du cinéma chinois, du coup, quand on parle des... Ouais. D'accord. Okay. Après, on a des films sous-titrés en anglais. En général, ils parlent anglais. Ouais. Voilà. Et quant aux habitués, vraiment, c'est très difficile de faire un portrait robot de l'habitué. Hein. T'as vraiment de tout. T'as vraiment toutes les façons de procéder, des gens qui viennent en sachant exactement ce qu'ils veulent, qui ont des listes, quoi, d'autres qui ont vraiment aucune idée de ce qu'ils veulent voir, donc qui sont vraiment là pour... des fois, tu les vois rentrer au milieu de 1000 trucs, et puis et en même temps, c'est tout l'enjeu de ce lieu, donc évidemment, tu lui accordes toujours du temps, mais c'est une réalité. T'as des parents avec enfants qui viennent prendre les films pour le week-end, t'as des universitaires qui viennent pour faire de la recherche, des réalisateurs, des réalisatrices qui veulent voir les films qu'ils n'ont pas eu le temps de voir parce qu'ils étaient en tournage, pareil pour les techos, enfin il y a vraiment de tout, et puis des réfractaires aux plateformes, évidemment il y en a plein, c'est évident qu'un lieu comme JM concentre les réfractaires aux plateformes, concentre aussi des gens qui estime que l'impact environnemental des plateformes est aussi trop grand et qu'il vaut mieux aller louer les films, ce qui est vrai, ce qui est une réalité. Voilà, j'ai répondu à ta question. Ouais, t'as répondu, ouais. Très bien. Bon, alors l'horloge tourne, donc je vais condenser un peu plus ma question suivante, mais qui est quand même un peu primordiale. Parce que, il est donc né il y a quelques années, dorénavant, célèbre vidéoclub de Combini. On en a un petit peu parlé déjà, mais du coup, c'est très bien, ça va raccourcir un peu mes questions. Comment, tout simplement, alors on en a parlé déjà avec Arthur Sios, mais ce serait intéressant d'avoir, toi, ton point de vue, comment tu pourrais nous évoquer le lancement de ce projet, justement? Alors, moi en 2018, je suis pas là, à vrai dire, donc je l'ai pas vécu, en direct. Je sais pas ce qu'a dit Arthur exactement. Moi, ce que j'en sais, c'est que à ce moment-là, il cherche un nouveau format avec Quentin Dupieux, hein, pour faire la promotion de son film de l'époque. Je sais pas lequel, il a dû en sortir 3 cette année-là. et donc, alors, pareil, je sais pas si Arthur l'a dit comme ça ou pas, mais je pense que ils ont vu l'émission de Criterion, qui je crois existe déjà à ce moment-là. On l'a évoqué, mais il nous avait dit que c'était pas tant ça qu'il avait, parce qu'en fait Dupieux avait proposé un truc dans un vidéoclub. Ouais. Enfin, c'est comme ça qu'il nous l'avait un petit peu raconté brièvement, parce qu'on n'était pas arrêté que là-dessus. On a fait un point sur Cannes.
Donc on avait parlé d'autres films, mais justement il nous avait expliqué je voulais en parler aussi un peu de Criterion, mais il nous avait dit que souvent on leur avait reproché que c'était par rapport au format de Criterion, sachant que le format de Criterion il est en France depuis pas si longtemps que ça, parce qu'en fait il y a que les gros ardus cinéphiles. Et moi j'ai vécu à New York, donc je le regardais quand c'était à New York, et même à New York c'est pas ultra connu, donc c'est un peu fermé. Hein, non, c'est clair. Et puis je pense que c'est assez confidentiel, mais bon, enfin en tout cas voilà, ça se fait comme ça. Et puis il se trouve que les locaux de Combini étaient à 2 pas, parce qu'ils sont déménagés là maintenant. Et donc je crois que ça se fait assez naturellement. Je crois que Quentin Dupieux connaissait en plus la boutique, donc voilà. Moi j'ai pas beaucoup plus à dire sur cette période, parce que moi j'arrive vraiment juste après le Covid, tu vois. Donc du coup c'est quoi le Covid 2020 ouais. 2020. Ouais, mais c'était du coup lancé depuis pas très longtemps. C'était lancé depuis pas très longtemps, mais néanmoins moi j'arrive, tu vois, en connaissant déjà l'émission et tout. Non, mais moi ce que je peux en dire c'est que je trouve que le format il est absolument génial, quoi. C'est-à-dire que non seulement il est long, il prend le temps de parler des films, il cut pas dans les informations, il se permet d'être complexe aussi parfois, de vraiment laisser la personnalité des cinéastes s'établir et tout. Je trouve qu'il est pour ça profondément cinéphile, et de toute façon on voit bien comment ça marche et à quel point ça génère de l'intérêt. Moi ce que je trouve génial pour le vivre de l'intérieur, c'est que le dispositif il est ultra léger, que en 1 heure en gros c'est plié, sauf si le cinéaste qui est présent est ultra bavard, mais c'est vraiment hyper rapide, et comme c'est léger, nous ça nous laisse la place aussi de pouvoir communiquer avec les gens, de pouvoir échanger. Après, ça dépend de chacun, quoi, mais ça laisse vraiment la place d'effectuer la rencontre. Et ce serait moins le cas si il y avait de la light partout, 4 caméras, voilà. Bon, il y a les attachés de presse, il y a un peu l'équipe, en fonction, il y a une maquilleuse ou un maquilleur, enfin voilà. Mais c'est assez, c'est hyper souple en fait comme format. On l'évoquait un peu plus tôt, JM Vidéo traverse une crise à laquelle fait face tous les vidéoclubs de France. Mais pour ne pas te désespérer, tu as pris l'initiative, avec le soutien de Combini, de lancer une cagnotte sur Ulule, qui connaît un joli succès. Comment continuer à vous aider et à participer à ce que ça ne s'arrête plus ? Alors oui, l'idée c'était les difficultés, on les connaît depuis un moment. On a vraiment attendu que la possibilité de lancer tout ça avec Combini se fasse. Ça n'a pas été si simple, ça a pris du temps. C'est vraiment Arthur qui a l'idée le truc, et tous les jours je le remercie. Enfin vraiment c'est grâce à lui juste avant son départ que ça a pu se faire. Voilà, donc effectivement la cagnotte elle a monté très très vite, il y a eu un engouement fou, hyper touchant et un peu sidérant, je dois dire. Bon, moi j'imaginais que ça pouvait quand même, j'avais imaginé trouver plein de relais un peu partout et que ça prendrait, machin, mais pas aussi rapidement. Voilà. Et donc là, on atteint les 35 000 euros, on est un peu moins de 35 000 euros, qui était le premier palier. Alors il faut savoir que moi quand j'ai conçu la cagnotte avec Ulule, on a eu un long rendez-vous avec les équipes d'Ulule qui m'ont un peu briefé sur en gros la psychologie des contributeurs, comment il fallait faire. C'est tout un univers. Hein. Ouais. Voilà, tout en enfin moi je leur disais en même temps, attention parce que nous vous allez voir, la communication ça va aller tout seul, est-ce que vraiment, bon, eux ils m'ont conseillé de faire vraiment 2 paliers, de noter 35 000 euros et l'objectif final de 65 000, de vraiment d'en parler et puis de communiquer au moment des 35 000 sur le deuxième objectif ensuite. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je pense que psychologiquement, c'est très difficile de passer d'un step à l'autre. Ça va être difficile de dire aux gens, non mais c'est bien 35, mais attention, il nous faut plus. Il n'y a pas 3 paliers, non ? Alors il y a 3 paliers. Il y a 3 paliers, effectivement. Ouais. Il y a entre deux. Ouais, il y a entre deux. Mais bon, l'idée c'est quand même de tendre derrière. Oui, de pas faire trop de paliers non plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a le projet en palier, et puis après il y a les paliers plus symboliques. Mais moi je trouve que c'est plutôt bien parce que en fait
fait. C'est pas de dire qu'on redemande plus, c'est de dire, voilà, il y avait un objectif de base, et après, il y a un objectif d'idéal, un peu comme vous l'avez présenté. Je suis d'accord, en théorie. Moi, je constate en boutique, quand les gens viennent nous voir, parce qu'ils sont tous là avec leur rafraîchir sans cesse sur leur portable pour voir où en est la cagnotte, qu'ils sont tous là, c'est génial, c'est bon, on est à 35, tu vois. Et comme si c'est... Et après, demain, non, c'est pas 35, non, voilà. C'est 65. Non, voilà. Donc, non, pour répondre à la question, pour nous, c'est un début extrêmement réussi. Ça assure la pérennité un peu immédiate et à court moyen terme de JM Vidéo. On refait une trésorerie qu'on n'avait plus, qui va nous permettre d'avancer, de travailler, d'assurer la continuité des salaires et des loyers sur pas mal de temps. Aussi de refaire une partie du catalogue, de développer des choses. Voilà. Néanmoins, en réalité, pour être vraiment confortable, vraiment voir venir, il faudrait le double. Donc la meilleure manière de nous aider, c'est de continuer de contribuer, de continuer de partager la problématique actuelle, voilà. Et puis sinon, et surtout, et c'est même le principal, si vous êtes sur Paris ou si vous êtes dans le coin, de venir chez JM, louer vos films, vous inscrire, ou acheter vos films si vous êtes un collectionneur, ou simplement passer une tête pour voir si le lieu vous plaît ou vous parle, mais c'est quand même le plus important. La cagnotte, c'est une chose, mais le but, c'est que la boutique vive et continue de vivre dans 10 ans, quoi. Très bien. Alors, nous, on a une petite tradition maintenant, hein. On est déjà au 10e épisode de Territory. C'est des gros épisodes, donc on n'en fait pas beaucoup. Mais du coup, on interroge ta cinémathèque personnelle. Ouais. C'est la petite conclusion avant la fin. Désolé, ça arrive déjà sur la conclusion. Alors, avec une particularité, chez Territory, on ressort les films dits de territoire. Donc, c'est les films des zones reculées, des œuvres indépendantes en milieu hostile. Enfin, le spectre reste assez large, évidemment. Est-ce que tu pourrais nous faire un podium de 3 ou 5 films dits de territoire et nous en parler très brièvement pour qu'on puisse aussi les commenter et les proposer? On aime bien faire ça parce qu'on se dit, tu vois, c'est dans le même format que Combini qui... Ouais, bien sûr, invités, bien sûr, on aime bien que nos invités qui ont des goûts complètement différents, on a des invités très différents, donc du coup ça varie, cinéaste, et maintenant voilà, représentant du vidéoclub, toi qui es dans les films tous les jours, j'imagine ça va bouger beaucoup, hein, c'est très difficile, mais là du coup avec le spectre de la question du territoire, voilà, c'est entre 3 et 5 films à nous conseiller. Par rapport au cadre qui m'est donné, je peux pas ne pas citer un film iranien. Qui me semble être un cinéma particulièrement intéressant dans sa façon de faire de la difficulté de filmer et de représenter une idée de narration, une idée de structure. Enfin voilà, c'est un cinéma qui se réinvente toujours. Et bon, moi, il y a un film que j'aime par-dessus tout, c'est Où est la maison de mon ami d'Abbas Kiarostami, qui raconte l'histoire d'un gamin qui un matin en classe fait l'erreur d'emporter le cahier de son camarade de classe, qui se trouve être à ça de se faire renvoyer parce qu'il a fait une bêtise, je ne sais plus exactement laquelle. Et il se rend compte de son erreur en arrivant chez lui. Et il prend conscience que s'il ramène pas le cahier de son ami va se faire renvoyer, quoi. Donc grosse culpabilité, et il va s'agir pour le personnage de retrouver la maison de son ami pour rendre le cahier, et donc de traverser tout ce territoire, ce village, etc., mais sans savoir où se trouve la maison. Donc il s'agit de trouver l'adresse en communiquant, en essayant de convaincre, et en même temps tout ça porté par une espèce de force, une détermination et une culpabilité qui le ravage, quoi. Voilà, j'en dis pas plus. Je trouve un film merveilleux de simplicité, et voilà, qui en plus est à hauteur d'enfant, comme ça. Il y a ce truc de assez fascinant de la direction d'acteur chez Kiarostami. D'ailleurs, je crois il y a pas si longtemps des vidéos qui sont ressorties où il explique comment il dirigeait le gamin, en lui disant il lui faisait faire des calculs dans sa tête, en lui disant je sais pas, 4x5 pour qu'il soit naturel et tout. Enfin, c'est assez marrant. Donc, il travaillait à l'oreillette comme Bruno Dumont, qui Bruno Dumont a dit, je crois, dans le vidéoclub, comme Serra, qui disait que Kiarostami n'était pas un grand cinéaste. Pourtant, j'adore Dumont, mais bon, enfin, voilà. Dumont travaille vraiment avec des acteurs qui sont absolument pas du tout acteurs, mais qui plus est sont des gens souvent très fragiles. Ils cherchent beaucoup ça, et donc ils jouent avec ça. Est-ce que d'ailleurs c'est un film qu'on peut trouver
Absolument, oui, Vidéoclub. tout à fait. Je rajouterai souvent la question à chaque film. Il est disponible, je intéressant. vais essayer de parler de films qu'on a en boutique. T'es pas obligé, hein. Justement, c'est intéressant en même temps, du coup, Non, ça non. challenge en disant ah bon, il y a un film qui a pas. Alors, je sais pas si ça convient au cadre qu'on s'est donné. Moi, il y a un film qui, plus grosse claque contemporaine, donc de films découverts en salle, disponible chez JM Vidéo. Et c'est Memoria d'Happy Chapong Vera C'est Stakul. complètement Territory. Totalement. Voilà. C'est bon. Du coup, ça raconte l'histoire d'une femme qui se réveille un matin avec un gros bruit dans sa tête. Ouais. Elle ne sait pas si le bruit provient d'elle-même ou de la rue, de travaux, etc. Et donc, ça va être comme un thriller, quoi, la recherche va essayer de comprendre d'où vient ce bruit, aussi bien en consultant un ingénieur du son, enfin bref, c'est tout un parcours qui va l'amener sur le chemin d'un endroit qui n'est pas tout à fait la réalité, qui n'est pas tout à fait le rêve non plus, quoique. Et c'est à la fois Moi, je vois ce film comme un haïku, quoi. Je pense que c'est la meilleure façon d'en parler. C'est haïku. Le haïku, c'est 3 strophes. Et à la 3e, l'électrochoc poétique, le moment un peu où le sens naît comme par magie, d'éléments qui pourtant semblent ne pas avoir de sens quand on les met entre eux. Et ce film, c'est un peu ça. C'est une espèce de couloir dans le temps. Et d'un coup, il y a un plan et c'est merveilleux. Et il y a des frissons. Et je trouve ce film extraordinaire. C'est très à la marque de fabrique d'Happy Chapong Vera Stakul. Ouais, tout à fait. J'aurais pu parler de n'importe quel de ces films en disant ça. Cemetery of Splendor. Ouais, c'est clair. Ou Oncle Boulmy, qui je crois est un des films préférés d'Arthur Sauce. Donc, parce qu'Arthur avait posé les mêmes questions et il nous avait parlé d'Happy Chapong Vera Stakul, qui est un cinéaste qui divise pas mal. Mais en même temps, c'est un mec qui a l'air tellement gentil quand tu l'entends parler, quand il présente ses films et tout ça. Et c'est un mec qui dit qu'on peut dormir devant ses films. Moi, je trouve ça fascinant, qui dit, en fait, c'est pas grave, moi, je fais mes films pour que les gens vivent le moment qu'ils ont envie de vivre. Et moi, j'avoue, j'ai vu Memoria à Cannes, que je trouve merveilleux, qui était un des meilleurs films de cette année-là, qui a eu le prix jury, je crois, si je me trompe pas. Et j'avoue, à Cannes, tu piques souvent du nez, parce que t'es très, très fatigué à consommer beaucoup de films. Voilà. Mais c'est très intéressant, d'ailleurs, de voir, parce que tu vois jamais les films de la même manière. Moi, il y a des films que je revois des fois après. Et que j'ai aimé à Cannes et que je continue à aimer, mais que j'aime différemment. De toute façon, c'est une réalité. Ça reste, et encore heureux d'ailleurs, un moment de confrontation entre une œuvre et toi. Et si t'es pas bien, si t'es trop joyeux, trop plein de trucs, ça peut effectivement te altérer le rapport que t'as au film. C'est évident. Et je pense que ce que dit Happy Chapong est très, à mon avis, très juste. Et puis je pense que ça doit décomplexer plein de gens. Complètement. Après, bon, on n'a pas forcément envie tous les jours de se confronter à ces films-là, et c'est normal. Et moi le premier, mais je trouve que dans une salle de cinéma notamment, ou bien chez toi avec une bonne copie, c'est quand même une expérience assez fascinante. Et pour finir, je citerai un film de Miguel Gomes qui s'appelle Ce cher mois d'août, qui, au-delà d'être un film que j'adore, est un film qui, je pense, m'inspire particulièrement en tant que jeune cinéaste. Enfin, sur cette idée de la frontière entre fiction et documentaire. Ça raconte l'histoire justement d'un réalisateur de fiction qui attend ses financements et qui ne les a pas. Et qui, du coup, en attendant, puisqu'il doit tourner dans un petit village, dans les montagnes au Portugal, il filme la vie, les fêtes de village durant un été, le folklore, les amourettes, tous les gens qui... Voilà. Et en fait, il se prend au jeu, quoi. Il a plus du tout envie de tourner sa fiction, sauf qu'un jour, les financements arrivent, il faut tourner sa fiction. Il a pas envie de le faire et tout, et donc, il va décider de... Je sais plus si le producteur est au courant ou pas, mais il va décider de transformer son film et de faire ce film à partir de tout ce qu'il a capté de la réalité avant, dans ce processus documentaire qui du coup l'amène à construire sa fiction. Et donc les amourettes qu'il avait filmées, c'est des personnages qui prennent part au film du coup, et voilà, il va vraiment se servir de cette part de réel pour construire la fiction. Et je trouve que c'est à la fois une merveilleuse façon de portraitiser les gens. Enfin, c'est une magnifique manière d'envisager le personnage et puis de filmer le territoire, justement, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à raconter, ce qui existe au-delà du réel, quoi. Et c'est d'une douceur. C'est un film joyeux, c'est un film qui cache rien de ce que sont les hommes, mais qui en même temps en révèle je trouve le meilleur. Donc c'est un film que j'aime beaucoup.
Et Miguel Gomes, qui est un cinéaste très territorial pour aussi des raisons très politiques, parce qu'il décolonialise en fait toute l'histoire du Portugal aussi à travers ses films, et particulièrement avec Tabou, que j'imagine que tu as vu, Bien sûr. qui est aussi un film un peu ovni, parce qu'il y a cette fabrication avec cette partie, première partie d'aujourd'hui, entre le numérique et la pellicule, on ne sait pas trop parce que c'est en noir et blanc, et après qui est vraiment cette partie entièrement tournée en Super 16 et Super 8, qui est la grosse partie du film, qui est merveilleuse d'ailleurs, et Miguel Gomes à la fois explore la question de l'histoire et des récits historiques de son propre pays, le Portugal. Ouais. Et aujourd'hui, qui est un cinéaste qui compte, et c'est marrant parce que c'est des cinéastes qui sont pas très connus. Miguel Gomes, la plupart des grands cinéastes que nous on connaît en Europe, enfin dans le reste de l'Europe, du Portugal, sont pas des stars là-bas. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est, Oui, c'est ça qui est marrant. Oliveira, c'était pareil, qui est mort à 107 ans quand même. Ouais. Jusqu'au dernier moment, il faisait des films. Même après. Ah oui, le film, mais immortel. Mais Oliveira, c'est marrant. Enfin, mon meilleur ami est portugais, donc j'étais un peu à Lisbonne et tout ça. Et là, les Portugais vont pas beaucoup au cinéma et Oliveira, personne connaît au Portugal. C'est fou, enfin, hein. c'est marrant. C'est fou. Alors qu'ils ont, par exemple, un rapport très fort à Pessoa. Bon, ils ont. Mais à leur pays, à leur histoire, à leur nation et tout ça. Après, voilà, c'est sans être des patriotes, parce que c'est pas le mot qui correspond à ce qu'ils ont vécu, mais voilà. Bah, merci en tout cas. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était très, très agréable. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci encore une fois, Théo, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on rappelle pour celles et ceux qui veulent soutenir JM Vidéo que du coup, il y a le lien de la cagnotte que nous, on mettra en description des posts sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur nos réseaux. Pour les plus curieux, tu vas me dire si je suis bon dans les horaires Théo. JM Vidéo est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le jeudi. Alors, tous les jours de la semaine. Ah, tous les jours de la semaine. Ouais. Je sais pas pourquoi sur Internet, il y a marqué Ouais, cette semaine. c'est cette semaine, c'est spécifique. Ah, d'accord, c'est cette semaine, ok. 10h30 à 21h. 10h30, 21h le week-end, 11h, 21h en semaine. 11h, 21h en semaine, très bien. Donc ne manquez pas les nouveautés, les raretés, les films de patrimoine, et de saluer la superbe équipe qui est dirigée par Théo Banchillon. Voilà. Pour écouter tous les épisodes du podcast, il suffit de se connecter sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Et sur Podcastic, en libre écoute. Pour suivre l'actualité et nous contacter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Instagram @territory_podcast. Merci Théo. Merci à vous. À bientôt. Nana, Kwaheri, au revoir Kenavo. Bonne journée ou bonne soirée. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est partout où vous vous trouvez. C'était Territory, un podcast produit par Shaman Labs, Hassan Kamrani, Gérobek et Romain Pourrieux. Réalisation et présentation, Germain Le Carpentier, en collaboration avec Laetitia Bénéat. Composition et création musicale, Fred Auger, avec la participation de Mélanie Roux.